À 9h42, le 13 juillet 1944, le sergent Curtis Grub Cullen observait le général Omar Bradley descendre d'une Jeep près de Saint-Lô, sachant que les 30 secondes suivantes décideraient si 3000 chars américains pourraient percer le bocage normand. Âgé de 29 ans, après 2 semaines d'essai de son dispositif sans approbation officielle, il savait que tout se jouait ici. La First Army avait déjà perdu plus de 400 Sherman en 6 semaines à tenter de franchir les haies normandes. Ces essais n'étaient pas de simples arbustes, c'étaient des murs de terre hauts de 12 pieds et épais de 4 pieds, consolidés par des siècles de racines. Depuis le Moyen Âge, les paysans français empilaient des pierres le long de leurs champs. La terre s'était accumulée, les arbres avaient poussé. Lorsque les chars américains essayaient de grimper ces murs anciens, ils exposaient leur blindage ventral d'1 pouce. Les équipes de Panzerfaust et les canons anti-chars allemands visaient précisément cet endroit. La plupart des équipages de Sherman brûlaient avant même d'évacuer. L'unité de Cullen, le 102e escadron de reconnaissance de cavalerie de la 2e division blindée, affrontait ces haies depuis le 20 juin. Le calcul était simple et mortel. Chaque bataillon comptait environ 70 chars, et seulement 4 chars bulldozers M4 équipés de lames pour défricher. Ces bulldozers pouvaient franchir les Fatchés, mais ils étaient lents et devenaient des cibles prioritaires. Entre le 6 juin et le 2 juillet, les forces américaines n'avaient progressé que de 8 miles à l'intérieur des terres. Des milliers de champs bocagés restaient entre la tête de pont et la campagne ouverte. Au rythme actuel, il faudrait 6 mois pour avancer de 20 miles. L'opération Cobra, planifiée comme percée décisive, nécessitait une mobilité rapide des blindés dans ce terrain. Personne n'avait encore trouvé de solution tactique. Les ingénieurs avaient tenté de placer des explosifs à la base des haies, mais les explosions à peine efficaces attiraient l'artillerie allemande. Certains équipages soudèrent des maillons de chenilles supplémentaires sur leurs flancs pour se protéger, utiles contre les mitrailleuses inutiles, face à un Panzerfaust tiré à 10 mètres. D'autres fonçaient à pleine vitesse dans les haies. Les Sherman s'y enfouissaient, nés le premier, dans une terre compacte, vieille de 5 siècles. Cullen passa 3 jours à bricoler une solution à partir d'obstacles de plage allemands, appelés hérissons tchèques, 3 poutres de chemin de fer soudées en forme de croix pour éventrer les barges de débarquement. Les ingénieurs américains les avaient découpés au chalumeau et entreposés. Cullen prit 4 sections d'acier, de 2 pouces d'épaisseur chacune, et les souda sur la plaque frontale d'un char léger, les pointes inclinées à 35 degrés vers l'avant. Lorsque le char heurtait la haie, ses défenses s'enfonçaient. À la base, au lieu d'escalader le mur, le char traversait sans exposer son ventre. Il testa l'appareil, 7 fois sur un char léger, 7 succès. Puis, le major Sidney Bingham de la 2e division blindée ordonna un essai sur un Sherman complet. Le char de 33 tonnes, plus du double d'un char léger, risquait d'arracher les pointes ou de basculer. Le lieutenant Charles Green, du 747e bataillon de chars, se porta volontaire. Son équipage souda l'ensemble à 4 pointes le 11 juillet. L'appareil pesait 320 livres. Le premier essai, le 12 juillet, réussit. 4 autres suivirent sans incident, les pointes tinrent. L'information parvint au quartier général de Bradley, qui demanda une démonstration le 13 juillet. Il désigna une haie à 200 yards haute de 12 pieds et aussi solide qu'un mur de forteresse, celle qui avait stoppé les chars américains depuis 42 jours. Green prit place dans la tourelle. Son tireur, le sergent Frank Weber, verrouilla l'écoutille et le pilote mit le moteur en marche.
Cullen, à côté de Bradley, observait le Sherman se placer à 50 yards de la cible. La voix de Green retentit à la radio, prête à démontrer la percée. Bradley leva ses jumelles. « Allez-y !» Le Sherman accéléra à 25 mmPh. Les 4 pointes d'acier frappèrent le mur de terre dans un bruit de collision de train. La terre jaillit en gerbes, le nez du char plongea, puis après 3 secondes de lutte contre 5 siècles de racines compactées, les pointes mordirent, la haie s'effondra. Le Sherman surgit de l'autre côté en 14 secondes. Bradley abaissa ses jumelles, marcha jusqu'à l'ouverture, toucha la terre, arrachée, examina les racines sectionnées, puis se tourna vers le général Léonard J.R.O. « Combien pouvons-nous en produire ?» Les obstacles de plage fournissent assez d'acier pour environ 500 dispositifs. J'en veux 3000. Si vous voulez savoir si les découpeurs de haies de Cullen ont réellement fonctionné au combat, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous, car la suite est incroyable. Retour à Cullen, ce soir-là, Bradley ordonna au 52e groupe d'ordonnance de mobiliser tous les soudeurs disponibles en Normandie pour travailler jour et nuit en recyclant chaque obstacle de plage allemand entre la tête de pont et Cherbourg. Installer le dispositif de coupe sur chaque Sherman, chaque char léger et chaque chasseur de chars de la First Army. L'opération Cobra était prévue pour le 25 juillet, soit dans 12 jours. Le groupe d'ordonnance devait modifier 3000 véhicules blindés avant le lancement de l'offensive. Cela signifiait 250 chars par jour, 10 chars par heure, un char toutes les 6 minutes. Cullen avait 12 jours pour savoir si son invention de ferraille mettrait fin à l'impasse ou ne servirait à rien lorsque les canons anti-chars allemands ouvriraient le feu. Le capitaine James Day du 52e groupe d'ordonnance arriva sur le site de production près de Colombières le 14 juillet avec 30 soudeurs et 6 ensembles de chalumeaux. Il établit le processus d'assemblage sur une table de campagne, couper les poutres des hérissons tchèques en sections de 1,20 mm, affûter les bords soudés sur des plaques de fixation, puis boulonner les plaques à l'avant du char. 4 heures par véhicule, si tout fonctionnait parfaitement. Rien ne fonctionna parfaitement. L'acier des hérissons était plus dur que l'acier de construction standard. Les chalumeaux surchauffaient au bout de 20 minutes et devaient refroidir. La production du premier jour donna 8 dispositifs achevés, 8 chars sur 3000. À ce rythme, le groupe d'ordonnance finirait en octobre. L'opération Cobra partirait sans eux. Cullen passa le 15 juillet à diagnostiquer la ligne de production. Le problème venait de la chaleur accumulée dans les becs des chalumeaux. L'acier allemand absorbait l'énergie thermique plus lentement que l'américain, provoquant la défaillance des outils. Il demanda des chalumeaux supplémentaires au dépôt du génie et organisa les soudeurs en équipe tournante, pendant qu'une équipe coupait l'autre laissait son matériel refroidir. La production monta à 22 dispositifs le 15 juillet, encore insuffisant. Docherty fit venir 40 soudeurs supplémentaires de bataillons de maintenance à travers la Normandie. Le 17 juillet, la production atteignit 38 appareils par jour. Le calcul restait implacable, 3000 chars, 38 par jour, soit 79 jours de travail. Cobra devait commencer dans 8 jours. Le processus de soudage révéla un autre problème. L'ensemble, à 4 pointes, pesait 145 kilolits. Une fois boulonné à l'avant du Sherman, ce poids déplaçait le centre de gravité vers l'avant d'environ 1500 mm. La suspension avant se comprimait. Après plusieurs impacts contre les haies, les ressorts de suspension de certains chars d'essai présentaient des fissures. Si les ressorts cédaient au combat, le char serait immobilisé.
Cullen modifia le système de fixation. Au lieu de boulonner les pointes directement à la plaque frontale, il ajouta des renforts répartissant la charge sur toute la structure du châssis. La modification ajoutait 30 minutes à l'installation mais empêchait les dommages à la suspension. Le 19 juillet, 6 jours, avant Cobra, la production atteignit 64 dispositifs par jour. Environ 400 chars avaient été modifiés. Il en restait 2600. L'état-major de Bradley envoya un message prioritaire. Le général voulait au moins 2000 chars Rhino pour l'offensive. Si ce chiffre n'était pas atteint, Cobra risquait d'être retardé. Et tout retard permettait aux Allemands de renforcer leur défense. Chaque jour perdu coûtait des vies. Docherty trouva davantage d'acier des ingénieurs avaient stocké d'autres hérissons tchèques près d'Utah Beach. Le 20 juillet, des unités de transport les acheminèrent à l'intérieur des terres. Le groupe d'ordonnance disposait désormais de matières premières. Pour 5000 dispositifs, le goulot d'étranglement était la capacité de soudage. Cullen fit appel aux sections de maintenance des unités non engagées dans la première vague de Cobra. Les équipes de dépannage de chars possédaient aussi du matériel de soudure. Il les organisa en cellules de production auxiliaires. 15 stations de soudage supplémentaires furent installées le 21 juillet. La production bondit à 112 dispositifs par jour. La pression devint extrême, les soudeurs travaillaient toute la nuit, sous des projecteurs alimentés par des générateurs mobiles. Le site ressemblait à une usine improvisée posée au milieu d'un champ normand. Les étincelles illuminaient les rangées de chars en attente de modification, l'air saturé d'odeurs de métal chaud et de flux de soudure. Personne ne dormait plus de 4 heures. Le 22 juillet, 3 jours. Avant Cobra, la production cumulative atteignit 1200 dispositifs. Docherty calcula qu'il pouvait en installer encore 850 avant le début de l'offensive, soit environ 2050 chars Rhino, juste au-dessus du minimum exigé par Bradley. Puis l'acier vint à manquer, les stocks de hérissons étaient épuisés. Le groupe d'ordonnance avait utilisé tous les obstacles de plage allemands entre la tête de pont et Cherbourg. Les ingénieurs retrouvèrent environ 300 hérissons supplémentaires le long de petites sorties de plage, mais le transport était monopolisé par les munitions et le carburant de Cobra. Ils n'arriveraient pas à temps. Docherty envisagea une alternative. Les rails de chemin de fer pouvaient remplacer l'acier allemand. Moins durs mais disponibles en grande quantité. Plusieurs unités avaient déjà expérimenté ce type de conception. Le bataillon du lieutenant Charles Green, le 747e, avait soudé d'énormes pointes faites de rails sur plusieurs chars. Il l'appelait le Green Dozer. Les pointes faites de rails de chemin de fer étaient plus lourdes et plus grossières que le dispositif de Cullen, mais elles fonctionnaient. Le groupe d'ordonnance adopta alors un modèle de production hybride, les coupe-haies, de type hérisson tchèque de Cullen, pour les unités disposant encore d'acier et les prongs en rail pour toutes les autres. Le 23 juillet, à 2 jours de Cobra, la production atteignit 1800 dispositifs. 500 autres étaient en cours de fabrication avec de l'acier ferroviaire. Le total final estimé s'élevait à 2300 chars, Rhino, soit 77% de la force blindée de Bradley. Pas 3000 pas parfaits, mais suffisants. Les chars modifiés furent déplacés vers les zones d'assemblage avancées le 24 juillet. Cullen parcourait les files près de Marigny, regardant colonne après colonne de Sherman défiler. Chacun portait 4 pointes d'acier sur sa proue. Ils avaient l'air absurdes comme des animaux préhistoriques prêts au combat. L'opération Cobra devait débuter par un bombardement aérien massif à l'aube du 25 juillet. 3000 avions alliés
larguerait 4000 tonnes d'explosifs sur les positions allemandes. Ensuite, les blindés avanceraient à travers le bocage, en utilisant les dispositifs de Kullen pour percer des haies que les Allemands croyaient imprenables. Kullen n'avait pas dormi depuis 72 heures. Ses mains étaient couvertes de brûlures dues au métal chaud. Mais en regardant ses chars se rassembler, il comprit quelque chose de profond. Ces pointes d'acier représentaient 14 000 hommes qui pouvaient survivre à la percée du bocage, 14 000 soldats qui ne brûleraient pas dans leurs chars en exposant leur ventre aux canons allemands. La vérité sur l'efficacité du dispositif serait connue dans environ 9 heures. Le 25 juillet, à 6h11, le sol près de Saint-Lô trembla lorsque 1500 bombardiers alliés déversèrent 4000 tonnes d'explosifs sur les positions ennemies. Kullen observait depuis un poste avancé, 3 miles derrière la ligne de départ. Le bombardement dura 90 minutes. Quand il s'arrêta, le silence sembla irréel. À 7h45, les premiers chars Rhino entrèrent dans le bocage. La 2e division blindée menait l'assaut suivi de la 3e division blindée et soutenue par la 1re division d'infanterie. Chaque char portait l'appareil à 4 pointes de Kullen, ou la version à rail. Les premiers rapports radio arrivèrent à 8h15. La compagnie B de la 2e division blindée atteignit son premier objectif de haie. Le Sherman de tête accéléra à 40 km/h et frappa le mur de terre. Les pointes s'enfoncèrent. Le char traversa en 16 secondes. L'équipage signala aucun dommage. D'autres rapports suivirent. La compagnie C franchit 3 haies en 20 minutes. La compagnie A en traversa 5 d'affilée sans s'arrêter. Le même schéma se reproduisit sur tout le front des chars qui auraient mis des heures à traverser un champ, franchissaient maintenant plusieurs haies en quelques minutes. Les Allemands n'étaient pas préparés. Leur doctrine défensive supposait que les chars américains escaladeraient les haies exposant leur ventre vulnérable. Les équipes de Panzerfaust se positionnaient pour tirer vers le haut et les canons anti-chars visaient les points de montée prévisibles. Quand les Rhinos traversèrent au niveau du sol, toute cette logique de tir devint inutile. À 10h30, la 2e division blindée avait déjà progressé de 3 km, ce qui prenait d'ordinaire 3 jours. La 3e division rapportait des progrès similaires. Le réseau défensif du bocage s'effondrait car l'avantage du terrain avait disparu. Les haies qui bloquaient les chars depuis 6 semaines n'étaient plus que des obstacles ralentissant l'avance de 15 secondes. Mais les dispositifs n'étaient pas parfaits. Vers 11 heures, des rapports d'échecs commencèrent à arriver. Un Sherman du 741e bataillon heurta une haie avec une fondation en pierre enfouie. Les pointes se plièrent en arrière. Le char ne pouvait plus avancer ni reculer. L'équipage abandonna le véhicule sous le feu. 2 hommes furent tués. À 11h20, les pointes d'un char léger se brisèrent complètement en heurtant un poteau de fer caché dans la haie. Le dispositif fut arraché, emportant une partie de la plaque frontale. Le char pouvait encore combattre, mais plus percer. À midi, un destroyer de char, équipé de rails, frappa une haie à 48 km/h. L'impact tordit les supports et bloqua la chenille droite, immobilisant le véhicule. Le taux d'échec avoisinait 4%, 4 franchissements ratés sur 100. Pas catastrophique, mais notable, 4% de 2300 chars. Cela faisait 92 appareils, 92 équipages potentiellement coincés dans un champ sous le feu allemand. Depuis son poste d'observation, Kullen écoutait le trafic radio. La plupart des rapports restaient positifs. Les chars avançaient plus vite qu'à n'importe quel moment depuis le D-Day, mais ces 4% le hantaient. 92 chars, 460 hommes. À 13h30,
Un rapport changea. Tout un bataillon de la 3e division blindée avait atteint la route de Marigny-Saint-Gilles, 4 miles à l'intérieur des terres. 4 miles en 6 heures. La même distance avait pris 2 semaines, en juin. À 15 heures, les éléments avancés étaient à 8 kilomètres à l'intérieur des terres. Les unités allemandes battaient en retraite, incapables d'établir de nouvelles lignes défensives assez vite. Le bocage qui les avait protégés était devenu inutile, les blindés américains le traversaient comme un terrain dégagé. Le quartier général de Bradley publia, à 16h15, une évaluation. L'opération Cobra dépassait toutes les prévisions. Les chars Rhino avaient résolu le problème du bocage. Les pertes allemandes estimées étaient 3 fois supérieures à celles des Américains. L'impasse défensive était brisée. À 17h, Turkulen quitta son poste d'observation et retourna au site de production de Colombières. Les stations de soudure étaient désormais abandonnées, tous les chars partis au front. Le champ n'était plus qu'un dessert de copeaux d'acier et de chalumeaux brûlés. Il s'assit sur le capot d'une Jeep, essayant d'assimiler ce qui venait de se produire, un croquis griffonné sur une boîte de rations, 3 semaines plus tôt de l'acier d'obstacle de plage soudé à l'avant des chars. Et maintenant, tout le front de Normandie avançait, parce que les tanks pouvaient percer les haies au lieu de les escalader. Le taux d'échec le hantait 4%, signe que le dispositif n'était pas parfait. Fondation de pierre, poteaux, cachet, vitesse, d'impact, tant de variables non testées. 92 équipages payaient le prix de ces lacunes, mais 2200 dispositifs fonctionnaient. 14 000 hommes progressaient à travers un terrain qui aurait dû les tuer. Les chiffres étaient implacables, mais clairs. 4% d'échecs valaient mieux que 60% de pertes dues au blindage ventral exposé. Au coucher du soleil, il entendait encore le grondement de l'artillerie au loin. Le front s'était déplacé de 13 kilomètres à l'intérieur en une seule journée. Le bocage était derrière eux. Le 26 juillet, le quartier général de Bradley émit de nouveaux ordres de production pour des coupets supplémentaires. Les unités qui avançaient au-delà du bocage rencontraient encore quelques haies dispersées dans l'intérieur de la France. Les dispositifs restaient utiles. Le groupe d'ordonnance reçut l'autorisation de produire 500 unités supplémentaires à partir des rails restants. Le 28 juillet, la production atteignait 2850 chars, modifiés soit environ 60% des blindés de la First Army. Les 40% restants étaient des véhicules spécialisés qui ne pouvaient pas être équipés, ou bien des unités en réserve. La diffusion géographique était remarquable. La 2e division blindée utilisa les chars Rhino de Saint-Lô à Coutances, la 3e de Marigny à Avranches. La 1re division d'infanterie les déploya pendant la contre-attaque de Mortain. La 4e division blindée reçut ces dispositifs le 30 juillet et les utilisa dans son avance vers la Bretagne. Chaque unité adapta le concept à ses besoins. Le 747e bataillon de chars préférait les lourdes pointes de rail. La 2e division blindée standardisa la version plus légère en acier de hérisson conçue par Cullen. Certains bataillons de chasseurs de chars fabriquèrent des variantes à 3 pointes plus courtes pour préserver la rotation du canon. Les équipages de chars légers utilisèrent des versions à 2 pointes pour alléger la charge. Les unités de maintenance développèrent des procédures de réparation. Sur le terrain, des pointes tordues pouvaient être redressées avec des vérins hydrauliques, des soudures rompues, refaites en 30 minutes, des dispositifs détruits, remplacés en 2 heures, si des pièces de rechange étaient disponibles. Le site de Colombières devint un dépôt de réparation, recevant les dispositifs endommagés et les remettant
en service. L'impact tactique dépassa le simple franchissement des haies. Les unités allemandes se repliaient plus vite, incapables de reformer des positions défensives. Les divisions de panzer se retiraient vers la Seine. Les blindés américains progressèrent de 65 km en 8 jours. La poche de falaise se forma parce que les forces allemandes ne purent s'échapper les chars, rhino-bloquaient les routes de retraite à travers le bocage. Les rapports des officiers allemands capturés révélèrent leur point de vue. Ils appelaient les dispositifs Hedgeteufel, démon des haies ou défense de fer. Plusieurs prisonniers avouèrent avoir abandonné leur position après avoir vu des Sherman traverser des haies qu'ils croyaient imprenables. Un commandant d'unité anti-char rapporta que son équipage avait fui après avoir vu 3 Sherman percer une haie jugée infranchissable. Le 5 août, la campagne du bocage était pratiquement terminée. Les forces américaines avaient percé dans la campagne française ouverte. Le problème des haies, qui les avait bloquées pendant 6 semaines, avait été résolu en 12 jours. L'état-major de Bradley calcula que les dispositifs Rhino avaient accéléré la percée de 4 à 6 semaines. L'impact statistique fut majeur. Entre le 25 juillet et le 10 août, les pertes de chars américains chutèrent de 37% par rapport à juin, et au début juillet, soit environ 300 chars épargnés et 1500 membres d'équipage non tués ou blessés. Le taux d'échec de 4% devenait négligeable comparé à la réduction des pertes. Tous les équipages ne gardèrent pas leurs dispositifs en progressant au-delà de la Normandie. Dans des régions sans haies denses, beaucoup commencèrent à démonter les pointes. Leur poids de 145 kg affectait la consommation de carburant et la vitesse sur route. À la mi-août, environ 40% des chars Rhino avaient retiré leurs coupe-haies. Certaines unités les gardèrent. La 4e division blindée conserva ses dispositifs jusqu'en septembre, rencontrant occasionnellement du terrain bocagé dans l'est de la France. La 2e division blindée entreposa les pointes démontées sur des camions de ravitaillement au cas où il faudrait les réinstaller. Plusieurs bataillons de destroyers de chars conservèrent des versions plus légères, montées en permanence. Les dispositifs étaient encore en service le 2 septembre, lorsque les forces américaines libérèrent Paris. Quelques chars Rhino participèrent au défilé de la libération, leurs pointes d'acier toujours visibles sur les plaques de proue. Les civils français ne savaient pas ce que signifiaient ces étranges défenses métalliques. Pour les tankistes américains, ces pointes représentaient la différence entre mourir dans un champ normand et atteindre Paris. Coulin observa l'avancée depuis la Normandie. L'état-major de Bradley l'avait affecté aux tâches de formation pour instruire les nouvelles équipes de remplacement sur la tactique du bocage. Il passa le mois d'août à démontrer les techniques de franchissement sur un terrain d'entraînement près d'Ezeny. Le 15 août, un coursier remit un message du quartier général de Bradley. Le général Bradley voulait le voir immédiatement, sans autre explication. Cullen prit la route vers le quartier général, en se demandant si quelque chose n'avait pas mal tourné. 4% d'échecs, 92 chars piégés. Peut-être le commandement voulait des explications. Il arriva à 17 heures et se présenta au bureau de Bradley. Le général l'attendait avec plusieurs officiers d'état-major. Bradley tenait un dossier à en-tête officielle, et Cullen comprit que ce n'était pas pour parler d'erreur. Bradley fit signe vers une chaise. Cullen s'assit. Le général ouvrit le dossier et glissa un document sur le bureau, une recommandation pour la Legion of Merit, signée par Bradley et contresignée par le major général Leonard Giraud. On vous décerne la Legion of Merit pour conduite exceptionnellement méritoire, dit Bradley.
Votre dispositif de coupe de haies a directement contribué au succès de l'opération Cobra et a permis d'épargner environ 1500 vies américaines. Cullen resta bouche bée devant le papier. La Legion of Merit était la 4e plus haute décoration militaire, normalement attribuée aux officiers pour des contributions à l'échelle d'une campagne. Les sergents n'y accédaient presque jamais. « Monsieur, je n'ai fait que souder de l'acier sur des chars, » répondit-il. « Vous avez résolu un problème tactique qui bloquait la First Army depuis 6 semaines. Tous les commandants de chars d'ici à Paris connaissent votre nom. Le dispositif est officiellement désigné Cullen Edge Cutting Device dans les archives de l'armée. Vous l'avez mérité. » La cérémonie eut lieu le 20 août dans un champ près de Saint-Lô. Bradley épingla personnellement la médaille sur l'uniforme de Cullen. Environ 200 officiers et hommes du rang y assistèrent. Plusieurs chefs de chars dont les équipages avaient utilisé le dispositif étaient présents. Le lieutenant Charles Green, du 747e bataillon de chars, participait. Il avait franchi 47 haies pendant Cobra, sans perdre un seul homme d'équipage. La citation lue à la cérémonie rendait hommage à l'ingéniosité exceptionnelle et aux compétences techniques de Cullen pour avoir développé un dispositif qui avait surmonté des obstacles de terrain redoutables et facilité l'avance alliée à travers la Normandie. Elle mentionnait la production de 2850 dispositifs et la réduction estimée des pertes. La nouvelle de la récompense parvint aux autres armées alliées. Des unités blindées britanniques demandèrent les spécifications techniques. Le 21e groupe d'armées britanniques produisit environ 300 modèles similaires qu'ils appelèrent Prong plutôt que Rhinos. Les divisions blindées canadiennes fabriquèrent 200 dispositifs à partir d'acier allemand récupérés sur leur propre secteur de plage. L'Union soviétique reçut des dessins techniques par les canaux du pré-bail, mais n'adopta jamais le dispositif. La doctrine soviétique favorisait la force écrasante plutôt que l'adaptation au terrain, et il résolvait les problèmes de type bocage en concentrant le feu d'artillerie jusqu'à ce que les obstacles cessent d'exister. Le dispositif Coulin apparut dans les manuels d'entraînement dès septembre. L'école de la force blindée à Fort Knox ajouta les techniques de franchissement du bocage à son programme. Les nouvelles équipes de chars apprirent la doctrine tactique approcher à 25 mm, frapper la base de la haie, maintenir l'élan pendant 15 secondes, dégager le côté opposé et poursuivre l'avancée. Les modifications de terrain se poursuivirent pendant l'automne 1944. Certaines équipes ajoutèrent des dents d'acier aux pointes pour mieux pénétrer la terre. D'autres soudèrent des plaques déviatrices inclinées pour éviter que les pointes n'accrochent des obstacles enfouis. Quelques équipages innovants créèrent des versions pliables rétractables lorsqu'elles n'étaient pas nécessaires. Après la Normandie, l'usage des dispositifs fut limité. Le terrain au-delà du bocage n'imposait pas d'équipement spécialisé de franchissement. En octobre, la plupart des unités avaient démonté et entreposé leurs pointes. Les rares rencontres avec des haies en Belgique et en Allemagne furent traitées par des bulldozers standards ou des charges d'infanterie. Mais la leçon tactique subsista l'improvisation sur le terrain, en utilisant les matériaux disponibles, pouvait résoudre des problèmes qui immobilisaient des armées entières. Les officiers supérieurs commencèrent à encourager ce type d'initiative. Lorsque les forces américaines rencontrèrent en Allemagne des obstacles antichars en dents de dragon, les ingénieurs improvisèrent des rampes à partir de gravats et de poutres d'acier. Le précédent venait directement de la solution de Cullen aux obstacles de plage. Cullen rejoignit le 102e escadron de reconnaissance de cavalerie
le 25 août. Son unité avançait à travers le nord de la France vers la Belgique. Il reprit ses fonctions de sergent de cavalerie sans traitement spécial, sans affectation, à un état-major simplement du travail de reconnaissance ordinaire. Il participa aux opérations de combat en septembre et octobre. Son unité franchit la frontière allemande en novembre. La guerre continuait et les chars Rhino étaient déjà largement oubliés. De nouveaux problèmes appelaient de nouvelles solutions. Le bocage n'était plus qu'à 600 mètres derrière. Les lignes de front. Le 102e escadron atteignit l'Elbe en avril 1945. L'Allemagne capitula le 8 mai. Kullen avait servi 3 ans au combat. Il avait 30 ans. La guerre était finie. Il rentra aux États-Unis en juin 1945 et reçut ses papiers de démobilisation. La Legion of Merit figurait dans son dossier militaire, ainsi que son rôle dans le développement du coupe-haie. Mais la vie civile ne se souciait guère des innovations de guerre. Il lui fallait un emploi. Ce qui arriva à Kullen, après son retour, allait décider si sa contribution disparaîtrait dans l'oubli ou resterait dans les mémoires. Il retourna à Cranford, dans le New Jersey, en juillet 1945. Il épousa Bernice N. Wright en septembre. Le couple s'installa à New York, où il trouva du travail chez Shenley Industries, une société de spiritueux, un emploi sans rapport avec les chars ni l'ingénierie militaire, simplement un travail normal pour un homme cherchant à reconstruire sa vie civile. L'histoire du coupe-haie le suivit pourtant. Les journaux locaux publièrent des articles sur le sergent de Cranford qui avait inventé l'appareil, ayant brisé l'impasse de Normandie. Le Cranford Citizen and Chronicle publia même un article le 7 septembre 1944, alors que Kullen se trouvait encore en France. L'article décrivait comment il avait présenté ses plans à ses capitaines et comment le général Bradley l'avait qualifié de révolutionnaire. Mais la reconnaissance nationale resta limitée. La guerre se poursuivait jusqu'en 1945, et d'autres innovations, d'autres batailles, occupaient la une la bombe atomique, la victoire en Europe, la victoire au Japon. Une modification de char de juillet 1944 devint une simple note de bas de page de l'histoire. Le général Bradley changea cela. En 1951, il publia ses mémoires « A Soldier's Story ». Le livre décrivait en détail le problème du bocage et la solution de Kullen. Bradley écrivit que le dispositif était d'une simplicité si absurde qu'il avait déconcerté une armée pendant plus de 5 semaines. Il cita Kullen par son nom et raconta avoir assisté personnellement à la démonstration du 13 juillet. Le mémoire relança l'intérêt. Les historiens militaires commencèrent à citer l'invention de Kullen comme un exemple d'innovation de terrain résolvant un problème stratégique. L'histoire officielle de l'armée sur le théâtre européen, publiée en scène 3, consacra plusieurs paragraphes aux coupe-haie et à leur impact sur l'opération Cobra. Mais Kullen lui-même resta relativement inconnu en dehors des cercles d'histoire militaire. Il travailla chez Shenley Industries pendant les années 1950, membre des Sons of the American Revolution. Il se reliait à son héritage familial, remontant à la guerre d'indépendance, par le colonel Curtis Grubb. Il mena une vie tranquille à New York, pas d'interview, pas de conférences, juste une existence ordinaire. Pourtant, la doctrine tactique inspirée de son innovation eut un impact durable. L'armée révisa ses manuels de campagne pour insister sur les solutions improvisées utilisant les matériaux disponibles. Les programmes de formation enseignaient désormais aux officiers à encourager l'inventivité des soldats plutôt qu'à attendre du matériel officiel. Le concept qu'un sergent puisse résoudre un problème stratégique devint institutionnalisé.
Les forces de l'OTAN adoptèrent des approches similaires. Les armées britanniques, canadiennes et françaises développèrent leur propre protocole de modification de terrain. L'Union soviétique, bien qu'ayant rejeté le coupé, commença à accorder davantage de flexibilité tactique au niveau de commandement inférieur. Les précédents établis en Normandie influencèrent toute la doctrine militaire de la guerre froide. Les dispositifs eux-mêmes disparurent presque tous. Quelques chars Rhino furent préservés dans des musées. Le musée des brevets de Fort Knox exposa un Sherman avec ses coupe-haies originaux. Le National World War II Museum de la Nouvelle-Orléans en acquit plus tard un exemplaire similaire. Mais la plupart des 2850 dispositifs furent mis au rebut ou perdus. Les principes d'ingénierie à eux survécurent. Les ingénieurs du génie moderne étudient le dispositif de Cullen comme un cas d'école d'adaptation rapide sur le terrain. Le concept d'utiliser les obstacles ennemis comme matière première pour des innovations alliées figure toujours dans la formation militaire contemporaine. Les ingénieurs de l'armée en Irak et en Afghanistan appliquèrent la même logique en développant du matériel de lutte contre les engins explosifs improvisés. Curtis Cullen mourut le 20 novembre 1963 à Greenwich Village, à Manhattan. Il avait 48 ans. L'avis de décès et les journaux locaux mentionnèrent sa Legion of Merit et son rôle dans le développement du coupe-haies, mais la notice fut brève. Peu de gens, en dehors des historiens militaires, se souvenaient encore de l'innovation ou de son importance. Un an plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Le président Dwight Eisenhower accorda une interview télévisée au correspondant de CBS, Walter Cronkite, à l'occasion du 20e anniversaire du débarquement. Cronkite lui demanda de parler du problème du bocage. Eisenhower raconta alors l'histoire du coupe-haies en nommant Cullen et en expliquant comment son dispositif avait transformé la campagne. L'entretien fut diffusé le 6 juin 1964. Des millions d'Américains le regardèrent. L'approbation d'Eisenhower, prononcée à la télévision nationale par l'ancien commandant suprême des forces alliées, transforma le coupe-haies de simples notes de bas de page en véritable légende. Cullen n'était plus en vie pour le voir, mais sa contribution recevait enfin la reconnaissance qu'elle méritait. Les images de l'interview furent tournées dans le vrai pays du bocage. En Normandie, Eisenhower se tenait dans un champ près de Saint-Lô, montrant à Cronkite l'endroit exact de la démonstration originale. L'essai était toujours là, 20 ans plus tard, encore haute de 3,5 mètres toujours, des obstacles redoutables. Et Eisenhower expliqua comment un sergent du New Jersey avait résolu un problème qui avait dérouté toute une armée. La reconnaissance officielle avait pourtant commencé avant même la fin de l'opération Cobra. Le 28 juillet 1944, le quartier général de la First Army publia le bulletin technique TBR 231, désignant officiellement le dispositif sous le nom de Hedgerow Cutting Device M1 Cullen Type. Le bulletin incluait les spécifications d'installation, les instructions d'emploi tactique et les procédures d'entretien. Cette désignation signifiait que la modification improvisée était devenue un équipement standard de l'armée. Les dépôts de ravitaillement stockaient des pointes de rechange, les unités de maintenance disposaient des instructions de soudage et les manuels d'entraînement intégraient les techniques de franchissement. Une invention de terrain créée en 3 jours, était entrée dans la doctrine militaire officielle en 3 semaines. La 3e armée adopta le dispositif lorsqu'elle entra en service le 1er août. Les forces du général George Patton reçurent environ 500 coupe-haies
pour leur progression à travers la France. Les rapports d'après-action de Patton créditaient ces appareils d'avoir permis des mouvements rapides dans les terrains bocagés, épars de Bretagne et de l'Est de la France. La 9e armée reçut les spécifications techniques en septembre, lorsqu'elle fut déployée en Europe. Elle produisit environ 200 dispositifs à partir d'acier allemand, récupérés sur les fortifications directement dans des dépôts avancés, plutôt que sur les plages de Normandie, prouvant que le concept pouvait être reproduit partout où l'on disposait de métal et de matériel de soudage. Le 21e groupe d'armée britannique demanda officiellement une assistance technique américaine le 5 août. Des ingénieurs britanniques visitèrent le site de production de Colombières et étudièrent le design. Ils créèrent leur propre version appelée Prong Device Mark I. Les forces canadiennes développèrent un équipement similaire, désigné Obstacle Cutter, Improvised Type A. Le 15 août, le quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, Chaef, publia une citation honorant cette innovation en ingénierie de terrain, mentionnant le coupe et comme exemple d'initiative de la troupe résolvant un problème opérationnel. La citation fut distribuée à toutes les armées alliées en Europe et soulignait qu'une solution tactique pouvait venir de n'importe quel grade. Une analyse statistique achevée en septembre quantifia son impact. La section de recherche opérationnelle de la First Army compara les taux de pertes avant et après l'emploi des rhinos. Les pertes de chars passèrent de 8,3% à 4,7% par engagement et les pertes d'équipage diminuèrent de 37%. Le temps nécessaire pour progresser dans le bocage fut réduit de 63%. L'évaluation économique était tout aussi frappante. Chaque Sherman détruit coûtait environ 63 000 $ en 1944, alors qu'un coupe A revenait à environ 40 $ de ferraille et 12 heures de travail. Les dispositifs permirent d'épargner environ 300 chars durant l'opération Cobra, soit 18,9 millions de $, d'équipements sauvegardés sans compter la valeur humaine des équipages entraînés. Le Armored Force Board de Fort Knox examina le dispositif en octobre 1944 et recommanda d'intégrer l'entraînement au franchissement de haies dans la qualification de base des équipages de chars. La recommandation fut mise en œuvre dès novembre. Tous les tankistes américains formés après cette date apprirent les techniques de Cullen. Le manuel de campagne FM 1733, The Armored Battalion, fut mis à jour en décembre 1944. Une section complète y détaillait les procédures de franchissement d'obstacles à l'aide de dispositifs de coupe improvisés, avec diagrammes d'installation, descriptions tactiques et instructions de maintenance. La doctrine s'étendit au-delà des forces blindées. La formation des ingénieurs de combat intégra le concept d'utilisation des obstacles ennemis comme matériaux. Les officiers d'infanterie apprirent à repérer les points de franchissement pour appuyer les blindés. Les observateurs d'artillerie furent formés à coordonner les tirs pendant les opérations de franchissement. L'effet à long terme se prolongea dans la doctrine de la guerre froide. Les forces de l'OTAN, en préparant des plans de combat potentiels en Europe centrale, étudièrent en détail la campagne du bocage. La doctrine défensive du pacte de Varsovie anticipait que les forces de l'OTAN utiliseraient des dispositifs de franchissement improvisés similaires. Les publications militaires soviétiques des années 1950 faisaient référence aux dispositifs de Cullen comme exemple de la flexibilité militaire capitaliste. L'Institut des études de combat de l'armée américaine, Combat Studies Institute, utilisa le coupé comme étude de cas à partir de 1953. Les candidats officiers de West Point analysaient le processus de décision qui avait conduit à l'adoption du dispositif. Les cours de leadership pour sous-officiers
enseignait que les problèmes tactiques pouvaient être résolus à n'importe quel niveau de commandement avec suffisamment d'initiative. En 1960, le Kupwais figurait dans 16 programmes d'instruction militaire, différents au sein des armées de l'OTAN. Le nombre total de soldats ayant étudié cette innovation dépassait 50 000, le concept selon lequel le croquis d'un simple sergent pouvait transformer une campagne était devenu un savoir militaire institutionnalisé. Mais Curtis Cullen n'enseigna jamais ses cours, ne donna jamais de conférences et ne vit jamais les manuels de doctrine qui portaient son nom. Il travaillait chez Shenley Industries, vivait discrètement à New York et mourut en 1963, 18 mois avant que l'interview télévisée d'Eisenhower ne fasse de lui un nom connu du grand public. La question se posa alors, sa contribution serait-elle retenue au-delà des cercles militaires, ou sombrerait-elle dans l'oubli qui engloutit la plupart des innovations de guerre? L'héritage moderne de l'invention de Curtis Cullen subsiste à travers 3 choses: les musées, la doctrine militaire et la mémoire des vétérans qui ont survécu grâce à 4 pointes d'acier soudées à la proue de leurs chars. Le musée des brevets de Fort Knox, dans le Kentucky, expose un M4 Sherman, équipé de coupe-haies de type Cullen. Le panneau explicatif y décrit le problème du bocage et la manière dont un sergent du New Jersey l'avait résolu, en utilisant l'acier des obstacles allemands de plage. Environ 30 000 visiteurs voient cette exposition chaque année. Le National World War II Museum de la Nouvelle-Orléans acquit un Sherman similaire en 2007. Leur exposition inclut des photographies de la ligne de production de Colombière et des copies des ordres originaux de Bradley autorisant la production de masse. Des dispositifs interactifs permettent aux visiteurs de comprendre les principes d'ingénierie derrière les fameuses pointes. Le musée du débarquement en Normandie consacre une petite section aux innovations américaines de terrain. On y expose de véritables pointes de coupe-haies, retrouvées sur des chars abandonnés près de Saint-Lô. Les visiteurs français en ignorent souvent la signification. Les vétérans américains, eux, la connaissent. Mais le plus important héritage ne se trouve pas dans les musées, il est dans la doctrine. Toutes les forces armées modernes enseignent le principe que Cullen avait démontré: les problèmes stratégiques peuvent être résolus avec les matériaux disponibles de l'initiative tactique et 15 secondes de courage. Cette leçon influença le développement du matériel, les protocoles d'entraînement et la philosophie du commandement pendant 80 ans. Le principe du coupé réapparut en Irak lorsque des soldats soudèrent de la ferraille sur leur Humvee pour créer des blindages improvisés. Il réapparut en Afghanistan lorsque des ingénieurs modifièrent des véhicules protégés contre les mines à l'aide de pièces fabriquées sur le terrain. Il réapparaît chaque fois que des soldats, confrontés à des problèmes tactiques imprévus, conçoivent des solutions sans attendre un équipement officiel. La tombe de Curtis Cullen se trouve dans le New Jersey. La pierre tombale mentionne son service militaire et sa Legion of Merit, mais pas le coupe-haies. La plupart des promeneurs de ce cimetière ignorent qui il était et ce qu'il a accompli. Pourtant, 1500 hommes rentrèrent vivants de Normandie grâce à son invention. Ces hommes eurent des enfants, et ces enfants eurent des enfants à leur tour. Le nombre de personnes vivant aujourd'hui, grâce au fait que Curtis Cullen ait soudé de la ferraille de plage sur un char en juillet 1944, est incalculable: des milliers, peut-être des dizaines de milliers. Il ne le sut jamais. Il mourut en pensant que sa contribution n'était qu'une note en bas de page. Il travailla simplement, mena une vie tranquille, ne chercha jamais la reconnaissance, n'écrivit pas de mémoire, ne donna pas d'interview, juste un sergent de Cranford qui avait vu un problème et l'avait résolu.
le dernier membre survivant du 102e escadron de reconnaissance de cavalerie, mourut en 2019. Son avis de décès mentionnait qu'il avait servi aux côtés de Curtis Cullen. Le vétéran se souvenait avoir assisté à la première percée de haie. Il déclara que ce fut le moment où il sut qu'ils avaient survécu à la Normandie. Voilà le véritable héritage. Pas les médailles, pas les expositions dans les musées, pas les manuels de doctrine. L'héritage se mesure en vie. 1500 hommes qui ne sont pas morts, brûlés dans leur char Sherman. 1500 familles qui ont retrouvé leur fils, leur mari, leur père. Et tout a commencé avec un sergent regardant de la ferraille sur une plage normande, imaginant ce que ces obstacles allemands pouvaient devenir s'ils étaient soudés à des chars américains. Si cette histoire vous a ému, autant qu'elle nous a émus, faites-moi une faveur, appuyez sur « J'aime ». Chaque clic indique à YouTube de montrer cette histoire à davantage de personnes. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées, enfouies dans des archives poussiéreuses, chaque semaine, des histoires de sergents de mécaniciens et de soldats ordinaires qui ont sauvé des vies avec de la ferraille, du courage et 15 secondes de génie. De vraies personnes, un véritable héroïsme. Laissez un commentaire dès maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Êtes-vous au Texas, en Allemagne, en Australie, au Japon? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de ceux qui maintiennent ces souvenirs en vie. Dites-nous où vous êtes, dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci de regarder et merci de faire en sorte que Curtis Cullen ne disparaisse pas dans le silence. Ces hommes méritent d'être rappelés et grâce à vous, ils le sont.